Euh, oh, euh, c'est bon, bien tout. Euh, euh, oh, j'ai loupé. Bon, oh, celle-là. Ah, cool. Oui, est-ce que tu m'entends? Bonjour Mohamed. Bonjour, comment tu vas? Très bien et vous? Oui, ça va, merci. Ça va, ben nickel. Bah écoute, parfait, parfait. Ça s'est bien passé la dernière fois, ton examen? Oui, oui, c'est bien passé. J'ai eu une bonne note, oui. Ah bon, c'est ce qui compte, écoute. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Donc là, c'est pour de la géo. Oui, c'est ça. Ouais, bah nickel. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, si j'ai tout compris. Alors, je sais pas pourquoi, désolé, je sais pas pourquoi ça savait pas partir, mais c'est pas grave, tu vois. Si j'ai compris, il y a deux chapitres différents en géo. Oui, Ouais, donc il y a un chapitre sur trajectoire démographique différenciée et un chapitre sur développement et inégalité, si j'ai tout c'est ça. compris. Et tu fais pas le troisième chapitre sur la France. Tu viens de le Non. commencer. Ah, ok, nickel. Parfait. Donc déjà, la question un peu bête, est-ce que tu sais c'est quoi la démographie? Est-ce que tu peux expliquer ce terme de démographie? C'est le Quand on nombre, parle, par exemple, d'habitants dans un pays. très bien, donc on parle de démographie, effectivement, on étudie la population. Très bien, c'est la science qui étudie effectivement la population. Très bien. Et donc, c'est ce que tu as fait dans ton premier chapitre, notamment avec la notion de transition démographique, comme on le verra. Et dans ton deuxième chapitre, tu as plutôt corrélé ça au développement et aux différentes inégalités qui pouvaient exister à différentes échelles. Tu as utilisé le terme d'échelle géographique aussi. Ça te dit quelque chose, Oui. ça? Oh, ok, nickel. Ah bah, c'est parti dans ce cas. On perd pas de temps. Boum.
Voilà. Hop. Oh, oh. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti. Donc, tu as dû voir en introduction assez rapidement que t'as, on est passé dans la population mondiale de 950 millions, 1,5 milliard d'habitants, à jusqu'à aujourd'hui, on est combien aujourd'hui de milliards d'habitants? On n'est pas 8 milliards, Ouais, exactement. Aujourd'hui, on est 8 milliards et ce chiffre, il pourrait monter jusqu'à, 9,8 milliards. voilà, voire même 10 milliards, effectivement. C'est le fameux, tu as peut-être eu une réflexion sur ça dans ta scolarité. Qu'est-ce qu'on va devenir quand on va être 10 milliards en 2050? Voilà, c'est un peu le cas de figure. Et donc, comme tu le remarques, il y a notamment deux grands pôles de croissance dans le monde qui sont l'Afrique et l'Asie. Hmm. Voilà, c'est ce que tu vois, hein. Tu le vois avec les balles, hein. Je l'ai fait un peu, j'ai pris ça, mais tu vois les sortes de balles qui sont là. Oui. Tu vois, plus ça augmente, plus forcément la population dans ces continents augmente. Donc là, tu as juste la population en tant que telle, mais là, tu as la répartition au sein des continents. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux continents qui vont apporter le plus d'habitants, c'est l'Asie et l'Afrique. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que cette population, elle a augmenté? Et donc, pour ça, tu as vu le modèle, c'est un modèle qui est théorique de la transition démographique. Est-ce que tu es capable de l'expliquer rapidement? Je peux t'aider un peu. Je vais faire. Euh, Transition Donc, démographique, c'est pas, ouais. c'est un changement de population et un grand changement de population, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par grand changement de population? Ben, soit la population mondiale est réduite de beaucoup à cause de maladies, guerres, je sais pas quoi, soit Ouais, il y a une augmentation de la population mondiale. d'accord. Alors, effectivement, déjà, le premier truc qu'a dû te dire ton ou ta prof, c'est que c'est un modèle. Ça veut dire que c'est un modèle qu'on essaye de calquer sur différents pays. Parce qu'on a remarqué dans l'histoire que les populations des pays, même si elles n'ont pas toutes évolué en même temps de la même manière, elles suivent une sorte de schéma qui est à chaque fois à peu près le même. Et ce schéma, qui est à peu près conjoint à tous ces pays, c'est ce que tu vois dans le graphique. Est-ce que tu vois mon graphique? Oui. Excellent. Est-ce que tu as vu ce graphique en cours ou pas du tout? Non, pas celui-là. D'accord. T'en as vu un qui ressemblait à celui-là? Qui est Un pratiquement petit que... peu, oui. D'accord. Ok. Donc, déjà, dans la transition démographique, et tu sais quoi, je vais même me caler sur ton cours. Comme ça, je vais pas te perdre totalement. Dans la transition démographique, tu as une première phase, tu vois, on appelle même ça pré-transition. En gros, la transition démographique, c'est deux choses. La démographie, tu m'as dit, effectivement, ça sert à compter la population. Très bien. Mhm. Pour compter la population, comment je fais? En gros, si j'écris mon livre La population pour les nuls, et je dis comment je fais pour compter la population. La population, c'est quoi en fait? La population, c'est des gens qui naissent et des gens qui... Meurt. Voilà, exactement. Tu vois, si je faisais mon livre La population pour les nuls, bah oui, il y a des gens qui naissent et il y a des gens qui meurent. Et ça, eh ben, quand je fais le solde de tout ça, eh ben, ça me fait ma population. Jusque-là, Mhm. tu es d'accord avec. Oui. Maintenant, quand j'ai beaucoup de gens qui naissent et que j'ai beaucoup de gens qui meurent, du coup, ma population, elle va être dans ce qu'on appelle une phase de pré-transition. Voilà.
Ça veut dire que, par exemple, je vais avoir 5 à 6 enfants par femme, par exemple, mais je vais Mhm. avoir un fort taux de mortalité. Et je vais avoir beaucoup de morts aussi. Mhm. Voilà. Ok. Donc là, on peut pas réellement dire que ma population va augmenter. Elle va pas non plus stagner, même si il peut y avoir, après, tu as raison, hein, il peut y avoir des grosses catastrophes, par exemple la peste noire. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler, Oui. mais il peut y avoir effectivement des grosses catastrophes démographiques. Mais s'il n'y a pas de grosses catastrophes démographiques, effectivement, ma population, elle va pas baisser, elle va pas augmenter non plus parce qu'il y aura beaucoup de mortalité et il y aura également une natalité, euh, il y aura une natalité élevée, mais il y aura beaucoup de mortalité, notamment parmi les jeunes. Donc voilà. Donc là, on va dire que c'est des pays qui n'avaient pas encore commencé leur transition démographique. La transition démographique, elle commence là. Et elle commence, la première chose qui diminue dans la transition démographique, c'est quoi? La mortalité. Excellent. Voilà. Et pourquoi la mortalité diminue? Est-ce que tu l'as dans ton cours? Tu avais noté quelques petites informations. Pourquoi la mortalité diminue? Parce que, premièrement, les recherches en médecine, elles augmentent. On a plus de médicaments et donc Excellent. ça évite toutes les maladies la mortalité enfantine. Infantile. Excellent. Infantile. Excellent. Donc les progrès de la médecine. Très bien. Les progrès de la médecine, effectivement, qui permettent de soigner mieux, de façon plus rapide, avec les vaccins, etc., etc. Donc très bien. La mortalité infantile qui diminue également. Très bien. Mm. Donc, notamment les plus jeunes qui donc réussissent à survivre. Excellent. Et également, pas, c'est pas hyper spectaculaire, mais c'est important, l'hygiène. Oui, aussi. L'hygiène, tout simplement. Ça veut dire qu'effectivement, les populations, bah, justement, elles évitent d'attraper toutes sortes de maladies dues aux saletés. Dues aux saletés, aux détritus, dues à la contamination de l'eau, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ta première phase où la mortalité diminue. Mais la natalité, qu'est-ce qu'elle fait, elle, la natalité? Cette Euh, courbe, elle diminue, oui. mais cette courbe, elle fait quoi? Elle stagne pour l'instant. Ouais, elle reste stable et elle reste plutôt basse ou plutôt haute? Plutôt haute. Voilà, très bien. Cette courbe, elle reste plutôt haute. Ça veut dire que, en gros, ces personnes continuent de faire beaucoup d'enfants. Mais c'est quoi la différence par rapport à là? C'est que les enfants, bah, ils survivent, puisqu'ils Oui. bénéficient des progrès de la médecine. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va provoquer tout ça? Ça va provoquer ce qu'on appelle l'accroissement naturel. Est-ce Ok. que tu sais deviner ce que c'est? C'est hyper simple, hein. C'est pas hyper complexe, pas un mot hyper complexe. Euh, pas trop. Alors, l'accroissement, tu es d'accord, c'est quelque chose qui augmente. Oui. Voilà. Quelque chose qui augmente naturellement. Par nature, les êtres humains font des enfants, tu es d'accord? Quand ces Oui. enfants ne meurent pas, c'est-à-dire qu'avec les progrès de la médecine, notamment, ces enfants ne meurent pas, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Tu es d'accord? Oui. Non seulement la population, elle augmente à cause du fait que les enfants ne meurent plus en jeune âge ou meurent moins, mais également à cause des progrès de la médecine. Qu'est-ce que ça va provoquer chez les adultes, les progrès de la médecine?
Mais ils vont vivre plus longtemps, donc ils Excellent, auront plus de temps de faire des enfants. excellent. Ils vont vivre plus longtemps. Du coup, tu as raison. Ils vont avoir plus de temps de faire encore plus d'enfants. Tu as raison. Et il va y avoir même de plus en plus de personnes âgées. Mais ça sera plutôt dans la seconde phase, dans la phase 2. Mais il va y avoir aussi des personnes âgées. Donc, du coup, qu'est-ce que va faire la population? Elle va augmenter fortement. Eh ben, excellent. Elle va augmenter fortement. Et c'est ça qu'on appelle accroissement naturel. Tout simplement. L'accroissement naturel, c'est quand la population, elle augmente. Tu vois? Et Oui. du coup, forcément, lors de cette première phase, eh ben, tu as la population qui augmente fortement parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent, qui ne meurent plus, et des adultes qui arrivent à vivre de plus en plus longtemps. Et ce Mm. n'est que lors de la deuxième phase, qui est là, que qu'est-ce qui va se passer lors de la seconde phase? La natalité va baisser. Eh ben voilà, la seconde phase, la mortalité continue à baisser. Je- Ça continue à baisser, mais Mm. surtout la natalité qui va commencer à baisser et qui va baisser très fortement, effectivement. Pourquoi, Mm. à ton avis, la natalité va baisser très fortement? Est-ce que ça, tu l'as vu en cours? Non, je sais pas. Ça, je sais Pour... vraiment pas. Alors, la natalité, elle peut baisser très fortement, tout simplement parce qu'il va y avoir des populations qui vont se rendre compte que euh, peut-être, après, c'est encore une fois quelque chose à discuter, mais peut-être qu'il y a un lien entre le fait qu'une population ait trop d'enfants, ça veut dire qu'un pays ait énormément d'enfants, et le fait que ce pays soit, entre guillemets, mais ça on le reverra, mal développé, ou en tout cas plus pauvre que certains autres pays. Voilà, Oui. certains peuvent faire le lien entre les deux. Tu vois, je te dis pas que le lien est systématique, parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais certains pays peuvent se dire, nous, on est pauvres parce qu'on a trop d'enfants, parce que notre population fait trop d'enfants. Je sais pas Mm. si tu as vu ça, mais en Chine, dans les années 80, c'est ce qui s'est passé. Je sais pas Ah si tu as vu oui. ça en cours, ouais. Peut-être pas en seconde, tu as vu Euh, ça, mais tu as vu ça peut-être en cinquième, ou un truc comme ça. Mais en Chine, oui. effectivement, dans les années 70-80, ils se sont dit, c'est pas possible. On a trop de personnes à nourrir. On a trop de bouches à nourrir, surtout des jeunes. Et des jeunes, ça travaille pas, un jeune. Un jeune, un Oui. bébé, ça travaille pas. Un enfant, ça travaille. Un enfant, ça travaille pas. Malheureusement, si, des fois, ça travaille, mais la plupart du temps, ça devrait pas travailler. T'es d'accord avec moi? Donc, c'est Oui. pour ça que pour l'État, en fait, c'est une sorte, entre guillemets, alors je caricature, mais c'est une sorte de fardeau. Ça veut dire, justement, qu'est-ce qu'il faut lui payer à cet enfant? Bah, faut lui payer euh, l'éducation, faut lui payer les soins de santé, les frais de santé, faut lui payer tout un tas de choses. Et si il y a trop d'enfants et pas assez d'adultes, entre guillemets, pour payer ça, eh ben forcément, ça pose problème. Donc c'est pour ça, si tu te rappelles, la Chine avait mis en place la politique de l'enfant unique, Oui. en disant effectivement, en réglementant très fortement les naissances. Et il y a d'autres pays qui l'ont fait également, enfin, de façon un peu moins forte que la Chine. Mais l'idée, elle était la même. L'idée, elle était de dire, vous faites trop d'enfants, il faut baisser vos taux de natalité. Il faut baisser vos taux d'enfants. Et tu as également le terme de, tu avais un terme, toi, attends. Je suis sûr que tu vois, là. Natalité baisse de façon volontaire par des choix de limitation des naissances et tu avais dans ton cours le terme de contraception. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le modèle théorique. En pratique, qu'est-ce que ça a donné? En pratique, en fait, ça a donné le fait que, comme je t'ai dit, tous les pays n'ont pas connu les mêmes phases en même temps pour aller très vite. C'est-à-dire qu'il y a Oui. certains pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Ok, oui. Donc, pour aller très vite, tac.
Voilà. Donc ça, c'est les différentes phases, tu vois. Ça donne l'accroissement de la population, tu vois, la phase 1 et 2, ça donne une population qui augmente. Ensuite, tu as la transition démographique. Justement, est-ce que tu serais me dire, ça veut dire quoi une transition? Est-ce que tu sais ce Euh, que c'est une transition? c'est une métamorphose, c'est un Ouais. changement. Alors, là où t'as pas tort, c'est qu'il va y avoir le changement. Mais en fait, la transition, elle a lieu. Enfin, le changement, il a lieu avant la transition, si tu veux. C'est-à-dire que la transition, elle accompagne le changement, elle prépare le changement, en fait. Ah oui, ok. Tu vois ce que je veux dire? La Oui, transition, elle accompagne le changement. C'est pas le changement en tant que tel, mais ce sont les conditions qui permettent le changement. Là, les conditions qui ont permis le changement, ça a été quoi? Ça a été la baisse de la mortalité, mais il va y avoir également dans cette transition démographique la baisse de la natalité. Et le résultat, ça va être que tous les pays vont, à un moment donné, passer à cette phase où ils vont profiter des progrès de la médecine. Aujourd'hui, c'est le cas pour un peu tous les pays, oui. mais surtout avoir beaucoup moins d'enfants. Mais tous les pays en sont pas au même rythme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays ou des continents comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou l'Océanie, eux, ils ont fini ça il y a très très longtemps. Dès le 19e siècle, ils ont fini cette transition. Ah oui, quand même. Ça veut dire que c'est effectivement, c'est quelque chose de pas récent du tout, c'est quelque chose de très ancien. Oui. Et justement, c'est quoi un peu le corollaire à ça et le souci, c'est que ces pays-là vont avoir un vrai défi, et je pense que tu l'as vu avec l'Allemagne, c'est celui du vieillissement de la population. Ah Au oui, fait oui. que maintenant, ces États se retrouvent avec des populations qui, dans le futur, vont être très âgées. Et on va voir quel problème est-ce que ça pose. C'est le cas des pays d'Europe, d'Amérique du Nord ou de l'Océanie, mais c'est également le cas, ça commence en tout cas à devenir le cas pour les pays de l'Amérique du Sud ou même de l'Asie. L'Asie, c'est par exemple la conséquence de la politique de l'enfant unique en Chine, ou c'est également au Japon. Au Japon, il y a un vrai problème aussi de natalité. Ah, Et derrière tout ça, tu as un continent qui n'a pas encore tout à fait achevé sa transition démographique, qui est l'Afrique. Et c'est pourquoi là-bas, il y a encore une population qui est très très jeune. Tu as certains endroits, tu as certains pays africains qui ont pratiquement plus de la moitié de leur population qui est âgée ou qui va être âgée de moins de 15 ans. Des pays comme le Mali, par exemple. Et bon. c'est pas du tout la même chose pour un État d'avoir un pays qui va avoir une majorité de retraités comme l'Allemagne ou un pays qui va avoir une majorité de jeunes comme le Mali. T'es d'accord avec moi? Oui. C'est pas du tout les mêmes enjeux. Alors, toi, tu as plutôt vu les enjeux du vieillissement. Donc, c'est ce qu'on va voir, les enjeux du vieillissement. Donc, les enjeux du vieillissement, tu les as vus avec l'Allemagne. Alors, est-ce que tu t'en rappelles? Qu'est-ce que tu as vu sur l'Allemagne? Parce que j'ai pas vu le cours, ça fait je sais pas si c'était le moment où t'étais pas là ou si Ben, tu l'as vu. pour le deuxième chapitre, j'ai été là qu'à un seul cours. Et D'accord. le premier, j'ai pas fait un seul cours. Ah, d'accord. Ah oui, ça veut dire que ce chapitre, t'as fait aucun cours pratiquement en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Et t'as pu rattraper quand les cours? Ben, juste après, quand je suis rentré, j'ai fait imprimer et D'accord. voilà. J'ai Ok, fait ok. imprimer. D'accord. Pas de souci. Donc, par exemple, l'Allemagne. Voilà. Le cas de l'Allemagne.
Donc, l'Allemagne, je te l'ai fait rapide. Donc, l'Allemagne, c'est un pays où un cinquième de la population a plus de 65 ans. Waouh. Ça veut dire 25% de la population a plus de 65 ans. Et forcément, ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est pas eux qui travaillent. Donc, ça pose beaucoup de soucis quand, euh, quant à la main-d'œuvre. Voilà, notamment dans les usines. Tu sais que l'Allemagne est connue notamment dans l'industrie automobile, Oui, dans oui. l'industrie sidérurgique. Et ça va être encore pire, puisque si je l'ai noté, oui, en 2030, 50% des Allemands seront retraités. Ah ouais, ça va être la catastrophe là. Là, effectivement, c'est un peu, ça, c'est catastrophique, parce que, justement, pour aller vite, évidemment, tu as les progrès de la médecine, qui font en sorte que les Allemands vivent de plus en plus vieux, mais tu as surtout le fait que aujourd'hui, c'est pas qu'en Allemagne, hein, c'est aussi en Italie, c'est aussi en France. En France, c'est un tout petit peu moins, mais quand même, on fait plus beaucoup d'enfants. Les pays en Europe, les Européens font plus beaucoup d'enfants. Et justement, quand tu fais plus beaucoup d'enfants dans un continent, ce qui se passe, c'est que la population, forcément, elle vieillit, puisqu'il n'y a pas le renouvellement de la population. Hmm. Oui. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi la solution à trouver? La solution à trouver, c'est comment faire en sorte que malgré tout, les emplois soient toujours pourvus. Comment faire en sorte que le pays tourne? Parce que tu es Hmm. d'accord, tu peux pas tourner qu'avec des retraités. Oui. Donc c'est pour ça que je t'ai mis que l'Allemagne a besoin de 400 000 immigrés par an. Voilà. Pourquoi ils ont besoin des immigrés? Ils en ont besoin pour travailler. Ils ont besoin pour travailler, puisque que ce soit quand tu travailles, eh ben, tu cotises. Tu cotises pour la retraite, tu cotises pour, pour l'assurance chômage, tu cotises pour la sécurité sociale, mais tu cotises pas que pour toi, tu cotises pour les autres aussi. Oui. C'est ce qu'on appelle le système par répartition. Ça veut dire que tu cotises un peu pour toi, et ça vaut aussi un peu pour les autres. Or, le problème, c'est que si plus personne travaille, ou très peu de personnes travaillent, qui va cotiser? Bah, personne. Et forcément, si personne cotise, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il n'y aura pas de retraite, puisque qui paye les retraites? C'est l'État. C'est l'État. Enfin, Eh ben oui, c'est l'État avec nos cotisations. C'est ça, exactement. Exactement. Alors tu pourrais me dire, on peut faire comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis c'est différent. Aux États-Unis, c'est pas l'État qui paye les retraites aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est toi qui payes ta propre retraite. Mais le problème, c'est que si tu travailles pas assez, ou si tu as des problèmes de santé, ou si tu as des soucis dans la vie qui t'empêchent de travailler, ah oui. bah, ta retraite, c'est zéro. Parce que tu bénéficies pas de la solidarité. Finalement, ce système, en fait, c'est un système qui est solidaire. Dans le Oui. sens où quand je cotise pas que pour moi-même, je cotise aussi pour les autres. Mais le problème, c'est que si, euh, si on arrêtait ce système, ah ben, ça veut dire que les plus pauvres, ils pourraient pas forcément avoir une retraite suffisante. Voilà. Et justement, ça fait partie de ce que cherchent les pays. Les pays européens, ils cherchent de la main-d'œuvre qui puisse travailler. Qui puisse travailler, de la main-d'œuvre immigrée qui puisse travailler et qui puisse aller justement qui puisse, oui, qui puisse remplacer, entre guillemets, euh, les postes vacants, puisse prendre des postes vacants. Voilà, Hmm. pour aller, euh, pour aller très vite. Ça va, c'est clair pour toi? Oui, ça va, oui, oui. Ouais, nickel, nickel, nickel. Bon, voilà. 11 millions, voilà. Et par exemple, aujourd'hui, voilà, 11 millions d'habitants sont étrangers en Allemagne, sur une population d'à peu près 80 millions d'habitants.
Et regarde, en Allemagne, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que tu vois, alors ça, le graphique, il date un tout petit peu, mais il est toujours d'actualité, hein. Quand tu Hmm. vois la courbe qui est, tac, la courbe qui est là, voilà, la courbe qui est là, c'est la courbe avant le recensement. Donc il y a à peu près 80 millions d'habitants en Allemagne, comme je t'ai dit. Regarde, attends, je vais te pousser ça, je vais te dégager ça. Voilà, tu vois, il y a à peu près 80 millions d'habitants. Oui. Le problème, c'est que il y a un choix politique à faire. Soit, et je sais pas si tu as entendu ça, mais c'était des débats qui étaient en Allemagne aussi. Il y a certains partis politiques qui veulent plus de migrants, qui veulent Oui. expulser les migrants et qui veulent plus les accueillir. Hmm. Si ces partis politiques gagnent et si l'Allemagne va vers cette solution, il y aura ce nombre d'habitants en 2060. Ah Si, oui. si ils continuent à accueillir autant de migrants qu'auparavant, pas en accueillir plus, mais en accueillir autant, on arrivera à là. Donc, entre guillemets, on limitera la casse, parce que quoi qu'il en soit, il y a déjà de la casse. Oui. Là, l'objectif, en fait, je voulais te montrer ce graphique pour te montrer qu'en Allemagne, l'objectif, c'est que de limiter la casse, en fait. Parce que justement, avec ces très faibles taux de natalité, la casse, elle est déjà actée. Ça veut dire qu'il y aura une baisse de population en Allemagne, ça c'est sûr. Et en France aussi? En France, pour l'instant, la France est pas encore tout à fait dans le cas de l'Allemagne, mais ça serait tardé. Ça Ah. serait tardé, mais elle n'y est pas encore tout à fait. Parce que, alors, si je me trompe pas, attends, faut que je retrouve le taux de natalité en Allemagne. Le taux de natalité en Allemagne, ouais, le taux de natalité en Allemagne, il est de 1,35 enfants par femme. C'est hyper faible. C'est hyper faible. Ah. Généralement, pour qu'une population stagne, ça veut dire ni elle augmente ni elle baisse. Il faut deux Oui. enfants par femme. Ah oui, mais là, c'est... Voilà. Et la France, elle est à 1,80 à peu près. Ah, ça Elle va. est à 1,80. Donc on y est, on commence, mais on n'a pas encore effectivement enclenché totalement le déficit. Hmm. Mais voilà, tu vois, c'est tous les soucis que ça pose. Mais c'est vrai que l'Allemagne est hyper avancée, un peu comme l'Italie, hein. L'Italie, c'est un peu la même chose, ou même le Japon, si je te prends un autre exemple. Le Japon, c'est un peu la même chose. Hmm. Ok, oui. Donc voilà. Boum. Donc voilà, voilà. Parfait. Et donc, rapidement, on fait développement et inégalité. Donc, bon, attends. Voilà. Donc, t'avais la définition sur ton cahier de développement. Donc, je me suis pas cassé la tête. Cette définition, elle est bonne, hein. Amélioration des conditions sociales et économiques, apportant aux êtres humains la satisfaction de leurs besoins essentiels ou de leurs besoins naturels. Donc, les besoins, alimentation, eau, etc., etc. Logement, voilà. Hmm. Ok, Et oui. donc, effectivement, alors, ton prof avait pris l'exemple du seuil de pauvreté. Effectivement, Oui. les personnes vivent sous le seuil de pauvreté, qui est passé de 1,7 milliard en 2000 à 600 millions aujourd'hui. OK. Maintenant, je t'ai mis ça entre guillemets parce que la pauvreté, alors, t'es pas dans ce chapitre, enfin, ce chapitre, ça ne servait pas à ça, donc à la limite, c'est pas la peine d'en parler beaucoup, mais pour aller très vite, définir la pauvreté, c'est compliqué. Parce qu'on n'est pas pauvre de la même manière, par exemple, en France ou en Inde. T'es d'accord? Oui. On n'est pas pauvre de la même manière, tout simplement parce que en Inde, la pauvreté, c'est la population qui touche moins de 2 dollars par jour et par personne.
C'est ça la pauvreté. C'est même de l'extrême pauvreté. En France, tu es d'accord, il y a très peu de personnes qui vont toucher 60 euros par mois. Ah oui, oui. C'est pratiquement impossible. T'es d'accord. Parce que c'est ça, Oui, hein, 2 dollars par jour et par personne, si tu comptes, ça fait 60 euros par mois. Tu vois. Donc c'est pratiquement impossible. Donc ça, mais, et pourtant, il y a de la pauvreté en France comme il y a de la pauvreté en Inde, t'es d'accord. oui, oui, oui. Ben, bien sûr. Seulement, on ne peut pas dire que c'est le même type de pauvreté. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Donc justement, ton prof ou ta prof avait pris un exemple intéressant. C'était un pays riche peut-il avoir beaucoup d'habitants pauvres? Et ça, c'est l'exemple de la Chine. Et cet exemple, il est parfait. Pourquoi cet exemple, il est parfait? Parce que si je m'arrête aux indicateurs économiques, le principal indicateur économique qu'on a, c'est celui-là, le PIB. Tu sais, ça veut dire quoi, PIB? Produit intérieur brut. Très bien. Et donc, le produit intérieur brut, il sert à mesurer la richesse des États ou la richesse des habitants quand il est par habitant. Mm. Et là, Oui. qu'est-ce que je remarque sur ce PIB? Quels sont les deux pays les plus riches au monde? Euh, les États-Unis et la Chine. Ah bah voilà. Donc, si je m'arrête à ça, je me dis quoi? Si je Ben, m'arrête à cet indicateur, pour la Chine par exemple, je me dis quoi? ben, la Chine, vu que c'est un pays riche. Ah bah ouais, Ah, ils sont tous oui. excellents. Bon, Mais ils sont tous riches, les Chinois. oui. Il n'y a pas de pauvreté. Voilà. On arrête le cours, tout va bien. Mais le problème, c'est que si on regarde maintenant un autre critère et qu'on essaye de l'accompagner enfin, et qu'on essaye de le comparer à notre premier critère. Là, c'est l'IDH. IDH, est-ce que tu sais ça veut dire quoi? Euh, indice, indice et c'est humain. Ouais, Après, très bien. C'est l'indice de développement humain. ah, ça va, j'étais pas loin. Nickel. Regarde, attends, t'as quoi? Regarde, je te l'ai mis là tout en bas. Tu t'en rappelles pas? Ah oui, Ah, ouais, je te l'ai mis là. Voilà. Et cet indice de développement humain, alors j'ai juste oublié de te mettre que c'est entre 0 et 1. Mais là, tu vois, plus c'est élevé, plus ça se rapproche de 1. Et forcément, plus c'est faible, plus ça se rapproche de 0. Voilà. Mm. Et donc, si je regarde ça, qu'est-ce que je me dis sur les États-Unis? Ils sont entre combien Ben, et combien, les États-Unis? entre 0,9 et 0,95. Voilà, très bien. Ils sont entre 0,9 et 0,95. Donc, ce que je peux me dire? Je peux me dire qu'effectivement, la richesse, elle est plutôt enfin, le développement, pardon, du pays est plutôt élevé. Ça veut dire que la richesse sert au développement d'une majeure partie des habitants du pays. Hein. En revanche, pour la Chine, c'est plus compliqué. Oui, c'est entre 0,75 et 0,80. Et ouais, la Chine, l'IDH de la Chine, on dira qu'il est moyen. Voilà, ça c'est un IDH moyen. 0,75, 0,80, c'est un IDH moyen. Et ça veut dire quoi que l'IDH il est moyen? Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de personnes qui sont pauvres et qui sont extrêmement pauvres. Ça veut dire des personnes qui sont sous justement les 2 dollars, comme on l'a vu, sous les 2 dollars par jour et par habitant, par exemple, ce qui est la définition euh, pardon, de l'extrême pauvreté. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a encore des habitants qui sont très pauvres en Chine. Oui. C'est pas le pire, hein. On aurait pu prendre l'Inde comme exemple, hein, parce que l'Inde, pareil, quand tu regardes
le PIB de l'Inde, tu te dis, bon, voilà. Quand tu as le PIB de l'Inde, tu te dis, ça va, c'est juste en dessous, Oui, hein. c'est bien. Mais quand je regarde l'IDH, oi, 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 oi. L'IDH, il est rouge. Oui, Donc l'Inde, c'est un cas encore, entre guillemets, pire que la Chine. Mais effectivement, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un pays avec un PIB très riche, donc un pays qui économiquement produit beaucoup de richesses, que cette richesse, elle profite pour tous et pour le développement de tous. Et justement, le fait que ça profite pas à tous, eh ben, ça génère ce qu'on appelle des inégalités. Tu es d'accord avec moi? oui. Et justement, ces inégalités, ton prof a utilisé un critère pour le voir, qui est le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, pour aller très vite, il traite des inégalités entre les pays. Enfin, au sein de chaque pays, pardon. Au sein de chaque pays. Et pareil, pour ce coefficient de Gini, plus, plus on se rapproche de zéro, plus il n'y a pas d'inégalité. S'il n'y a pas d'inégalité, ça veut dire que tous les gens sont à égalité, ce qui est impossible, hein, t'es d'accord? Tous les gens ne touchent Mm. pas à la même richesse, mais on se rapproche de ça. Mais plus on est haut, ça veut dire plus on se rapproche de 100, plus il y a des inégalités. Donc, alors Ah, tu remarques, ouais, tu vois, oui. alors tu remarques que malgré tout, la Chine, il n'y a pas forcément beaucoup d'inégalités. Enfin, il y en a, mais c'est pas non plus là où il y en a le plus. Mm. Tu vois, là où il y en a le plus, c'est dans deux régions. Afrique du Sud Oui. et surtout un cas que tu as vu, le Brésil. Ah oui. Tu vois, le Mm. Brésil, beaucoup d'inégalités au Brésil. Et c'est justement ce que tu as vu là. Mais juste avant, rapidement, en gros, à partir de tout ça, tu as pu faire une sorte de classification avec trois grands types de pays. Je vais, Euh, ouais, oui. ouais, tu l'as fait rapidement. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais bien tout noter. Les pays développés. Les pays développés, ils ont quoi comme particularité? Ils ont un PIB élevé, même très élevé, on peut dire. Mm. Plus développement très élevé, plus Mhm. pas beaucoup d'inégalités. Voilà. Et là, on va se retrouver, par exemple, en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà. Si je vérifie, là, effectivement, j'ai des PIB plutôt élevés en Europe et en Amérique du Nord, t'es d'accord? Alors, plutôt Europe de Oui. l'Ouest, hein, pas plutôt Europe de Oui. l'Ouest. J'ai des PIB qui sont élevés, enfin, des IDH qui sont très élevés, Oui. et j'ai pas énormément d'inégalités. Oui aussi, oui. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les PMA. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce terme de PMA? Oui, j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas vraiment ce que ça veut dire. PMA, pays les moins avancés. Ah oui, ok. Et ces pays les moins avancés, ils sont pratiquement... Alors, d'ailleurs, je vais te dire les critères. Les critères, c'est des PIB peu élevés, c'est l'inverse, hein, facile. IDH faible, très faible, et beaucoup d'inégalités. Ok. Et là, bah, malheureusement, ça correspond un peu à toute l'Afrique subsaharienne et une partie de l'Asie.
de l'Asie orientale, notamment l'Asie orientale. Mais donc, tu vois, par exemple, si on prend juste l'Afrique subsaharienne, les PIB qui sont pas très élevés, l'IDH non plus. Oui. Tu vois, Afrique centrale, on a des IDH qui sont en dessous de 0,5. Ça veut dire qu'on a très peu de personnes qui vont à l'école et qu'on a une espérance de vie qui est très faible. Donc, comparé évidemment aux pays occidentaux. Oui. Tu vois, on a un écart en France, on peut avoir une espérance de vie pour un homme ou une femme en bonne santé de 80 ans, à peu près. Dans ces pays-là, ça va être 60 ans. Ah oui, quand même. Eh oui, ouais, oui, ça va être 60 ans. Ça va être 50, 60, même dans des cas de guerre, dans des zones précises, ça peut descendre à 50 ans. Donc c'est quand même, ouais. Et pareil, des inégalités qui sont fortes. Oui, aussi, oui. Oui. Voilà. Et enfin, alors, je sais pas si tu as aussi vu ce vocabulaire. Alors, pays en développement, ouais, ça c'est un vieux vocabulaire, mais pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle des pays en développement, des pays en voie de développement. Mais c'est un peu un fourre-tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler de pays émergents? Oui, Ok, en sixième, cinquième. ouais, ça date, ouais. Pays émergents, c'est ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler des BRICS? Oula, oula, ça remonte il y a très, très, très longtemps. Ah ouais, rien que ça, très très longtemps. Ah ben, j'ai dû le voir deux, trois fois en sixième, hein. D'accord, ouais, c'est vrai que les BRICS, c'est un vocabulaire qui doit dater ouais, effectivement, d'il y a 5 ans, 10 ans, c'est ça, c'est vrai. Donc des pays qui sont coincés entre les PMA, donc ouais, dans ton définition, c'était des pays coincés entre les PMA, et est-ce que j'ai pas fait une erreur? Tac, tac, tac. Ouais, et les pays émergents, c'est ça, et les pays émergents. Alors, rapidement, un pays émergent, casse pas la tête, c'est des exemples comme la Chine ou l'Inde. D'ailleurs, souvent, les pays émergents, ils font également partie des BRICS, parce qu'en fait, les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Mais je te le renoterai, t'inquiète pas. Ok, oui, merci. Et ces pays, ils ont comme point commun d'avoir des PIB. Tu remarques leurs PIB, ils sont communs à ces pays? Brésil, Chine, Inde. Si on prend juste ces trois exemples. Ils sont comment leurs PIB? Euh, Plutôt élevé. Très bien. Élevé, mais Des plutôt élevé. PIB, des PIB plutôt élevés. Effectivement, ça veut dire qu'en fait, ces pays, concrètement, ils sont sortis de la pauvreté très récemment. Sortis de la pauvreté dans les années 80-90. Hmm. Donc, c'est très récent leur croissance économique. Mais ils sont sortis de cette pauvreté très récemment. Mais ce sont des pays, au niveau du développement, qu'est-ce que tu peux remarquer? Euh, Ils sont plutôt en développement bas. Ouais, ils ont un développement effectivement qui ne profite pas à toute la population. Très bien. C'est exactement ça. Ils ont un développement qui n'a pas profité à toute la population. Ça veut dire que l'argent, il n'est pas allé exactement là où il devait être pour profiter à toute la population. Et du coup, dans ces pays, on a beaucoup d'inégalités. Hmm, oui. Voilà. Donc, ces pays émergents, pays où la croissance économique est très forte, mais où le développement est plus. Ok, nickel. Et après, donc, tu as fait toutes ces histoires d'échelle. Donc, soit on va assez Oui. vite,
Toi, vous avez pris l'exemple du Brésil. Donc, au Brésil, on l'a vu sur le coefficient de Gini, c'est l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Donc, comment est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir à l'échelle du pays avec plusieurs critères. On peut multiplier les critères. Alors, j'ai pris ces trois critères. Donc là, le revenu médian par personne en 2021. Le revenu médian, ça veut dire que 50% touchent plus, 50% touchent moins. Mm. Voilà, Oui, pour aller oui. très vite. Lié aux infrastructures sanitaires, donc infrastructures sanitaires, tout ce qui est toilettes, réseau d'eau, etc., etc., traitement des eaux Oui. usées, notamment, et l'éducation. Et donc, quand on relie ces trois choses, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est toujours la même zone au Brésil qui est favorisée. Oui. Est-ce que tu peux me la situer géographiquement, cette zone qui est favorisée au Brésil? Euh, Au sud-est et au sud. Très bien. Le sud-est surtout et le sud. Excellent. Et quelle est la zone au contraire qui est totalement défavorisée? Le nord et le nord-est. Très bien. Notamment donc, le nord, très bien, le nord-est et le nord, très bien, avec donc, notamment la forêt amazonienne. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, entre autres, c'est parce que là-bas, effectivement, il y a beaucoup de populations euh, indiennes qui vivent, euh, qui vivent là-bas, effectivement. Oui. Mais c'est pas si facile que ça, parce que si, par exemple, on prend tout ça, mais à l'échelle d'un territoire comme Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est au sud-est. C'est là. Oui. Donc, c'est toujours la même chose que ce qu'on pourrait se dire. On pourrait se dire, puisque cette zone est favorisée, tous ses habitants le sont. Or, la question qu'on a dû te poser, donc le type d'image aussi qu'on a dû te montrer très souvent dans ta scolarité, sur les inégalités, en fait, entre ces territoires. Tu vois que tu as deux zones à proximité, une Oui. zone riche Oui. qui est en avant-plan et en arrière-plan, tu vois, cette, Une sorte de bidonville. ouais, un bidonville. Au Brésil, on appelle ça les favelas. Ah oui, Voilà. favela. Ouais, ouais. Donc, ces images, en fait, où la pauvreté et la richesse se côtoient de façon extrême, c'est-à-dire qui se côtoient, qui sont vraiment côte à côte. Voilà, tu as dû voir ce genre d'image spectaculaire avec des gratte-ciel et à côté, bah, le bidonville ou voilà quoi. Donc, Oui, ça oui, montre que tu as des inégalités à toutes les échelles. Et ces inégalités, elles forment ce qu'on appelle de la ségrégation. T'as déjà entendu parler de ce terme de ségrégation? oui. Oui. Nickel. La ségrégation, ça veut dire quoi? Euh, on sépare deux types de Excellent. personnes. Excellent. La ségrégation, c'est quand on sépare effectivement des personnes. Et qu'on sépare des personnes, pourquoi? On les sépare tout simplement. Là, on est en géographie, donc on les sépare dans l'espace. Ça veut dire qu'on les fait habiter dans des quartiers différents. Et pourquoi? Soit en raison de la richesse, là c'est ce que tu vois, Mm. soit en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. Et attends, je n'ai pas mis l'image, mais je te la mets et après je te laisse tranquille. Tac, c'est...
Voilà. Et ici, tu vois, à Sao Euh, Paulo, tu vois le document 3. non, là je suis sur les schémas. Ah oui, attends, je te l'ai pas partagé, je suis bête. Je vais te partager, excuse-moi. Boum, boum. Voilà. Ah oui, je vois mieux. En gros, c'est pas compliqué, hein. Plus tu te rapproches du centre, plus t'es riche. Plus t'es riche, plus tu vis longtemps. Tu vois l'espérance de vie à la naissance? Oui. Oui, c'est quand même Plus c'est flagrant, il y a violent. une énorme différence. Ah oui, c'est très violent. Tu vois la différence, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Et donc, plus tu t'éloignes du centre, plus t'es pauvre, moins donc plus tu t'éloignes du centre, moins t'es pauvre, plus t'es pauvre, pardon. Et Oui. donc, moins t'as d'espérance de vie. Tu vois, quand même, il y a 20 ans d'écart. Plus de 20 ans d'écart. 20 ans, ça fait beaucoup, ouais. Ça fait immense, et c'est immense, effectivement. Et surtout, tu remarques que malheureusement, c'est corrélé à la couleur de peau. Puisque Euh, tu remarques que ah les oui, personnes... oui. Oh. ouais, c'est juste à côté. Juste à côté. Juste à Oui. côté. Tu remarques que la part de la population de couleur, elle est beaucoup plus élevée justement dans les zones, on va dire, de banlieue, c'est-à-dire autour du centre de Rio, oui, de Rio, c'est ça. Et forcément, là-bas, ce sont les populations les plus pauvres qui y vivent, c'est-à-dire les populations métisses, descendants d'esclaves africains, pour te rappeler ton cours sur la colonisation. Ah oui. Eh oui, bah oui, c'est ça, c'est eux, hein. En fait, C'est les descendants des anciens esclaves, en fait. les erreurs du passé deviennent C'est... des erreurs de Ah maintenant. bah ouais. Ah, mais c'est exactement ça. Ça n'a C'est pas beaucoup exactement ça. évolué. Ah, mais malheureusement, le Brésil, c'est exactement ça. Les erreurs du passé, elles engendrent toujours les catastrophes au présent. Ça n'a pas énormément évolué. Et malheureusement, les populations les plus pauvres, c'est malheureusement les populations noires ou métisses qui descendent des esclaves africains, notamment. Notamment. Il y a énormément d'inégalités dans ces territoires. Donc voilà, écoute, est-ce que c'est clair pour toi? Oui, très clair, c'est bon. Est-ce que tu as des questions? Non. Eh ben nickel. Eh ben, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis bonne chance pour ton contrôle et si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Ben, merci et C'est moi qui te bonne remercie. journée à vous Bonne, aussi. bonne journée, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.